Bonjour, la leçon d'aujourd'hui c'est une leçon de chimie. Le titre c'est l'estérification et l'hydrolyse. L'estérification ça veut dire comment obtenir un ester. C'est une réaction qui a pour produit un ester. Et l'hydrolyse, on va voir après, c'est l'inverse, c'est la destruction de l'ester. Les esters sont très demandés. La plupart des esters ont un goût et une odeur agréable. Les esters naturels, on les trouve surtout dans la plupart des fruits bien maturés, comme les bananes, comme l'ananas, comme les pommes bien maturées, celui-là aussi. On trouve aussi les esters dans les fleurs. Donc pour cela, ils sont très demandés partout dans le monde. Bien sûr, la nature ne peut pas satisfaire tout le monde. D'où la nécessité de synthèse. La synthèse d'un ester, c'est l'estérification. On prépare les esters à partir d'un alcool et d'un acide carboxylique, ou à partir d'un alcool et d'un anhydride d'acide. Donc avant de revenir à ces deux réactions, l'estérification et l'hydrolyse, on va d'abord voir qu'est-ce qu'un alcool, qu'est-ce qu'un acide carboxylique et qu'est-ce qu'un anhydride d'acide. Donc grand 1, on pose la question, quelle espèce utilise-t-on pour synthétiser les esters? Je vous ai donné la réponse. Donc 1. L'alcool, les alcools. La définition d'un alcool. Un alcool est une espèce organique dans laquelle un groupe hydroxyle OH, le groupe fonctionnel, est fixé sur un atome de carbone tétragonal, le carbone fonctionnel. La formule générale d'un alcool à chaîne carbonée saturée non cyclique est CnH2n plus 1 OH, souvent noté ROH. Suivant le nombre de chaînes carbonées portées par l'atome de carbone fonctionnel, un alcool est primaire, secondaire ou tertiaire. Le nom d'un alcool dérive de celui de l'alcane, de même squelette carboné, en remplaçant le E final par la terminaison ol, précédé de l'indice de position le plus petit possible du groupe hydroxyle sur la chaîne carbonée principale. Exemple, le méthanol. Comme on a ici un seul carbone, la chaîne carbonée est formée d'un seul atome de carbone. L'alcane ici c'est le méthane, donc ça nous donne le méthanol. On remplace le E final par ol, méthanol. Deuxième exemple, on a une chaîne carbonée de 2 carbones, C2H5, ça veut dire CH3, CH2, donc 2 carbones. Ça nous donne l'éthane. On remplace le E par le ol. Ça nous donne l'éthanol. Ici, pas la peine de numéroter. Troisième exemple, là, par contre, il faut numéroter. Parce qu'il a un autre isomère. On a, troisième exemple, le propane 1-ol. Donc, le carbone fonctionnel, il a pour numéro 1. Ça nous donne le propane 1-ol. On a, quatrième exemple, le propane 2-ol. Inutile de vous rappeler que le propane 1-ol et le propane 2-ol sont deux isomères. Ils ont la même formule brute, mais diffèrent par leur formule semi-développée ou développée. Là, vous avez devant vous les trois classes d'alcool. L'alcool primaire, l'alcool secondaire et l'alcool tertiaire. Donc un petit rappel, vous l'avez déjà vu l'année dernière. L'alcool primaire, le carbone fonctionnel, est entouré par 2 H, donc HHR. L'alcool secondaire, un seul H, RR'. R et R' sont des radicaux, donc forcément ce sont des carbones. Et l'alcool tertiaire, le carbone fonctionnel, entouré par 3 radicales, R, R' et R seconde. Passons aux acides carboxyliques.
Un acide carboxylique possède le groupe caractéristique C double liaison O, OH, simple liaison OH, comme vous voyez, appelé groupe carboxyle. La formule générale d'un acide à chaîne carbonée saturée non cyclique est CnH2n plus 1 CO2H. Les formules générales, surtout, vous les utilisez dans vos exercices, lorsque vous avez un alcool ou un acide inconnu. Souvent, cette formule générale, on la note RCOH, avec R un radical. Le nom d'un acide carboxylique dérive de celui de l'alcane, de même squelette carboné, en remplaçant le E final par la terminaison OIC. L'ensemble étant précédé, masbouq, du mot acide. Donc toujours on commence par acide. La chaîne carbonée principale est numérotée à partir du groupe carboxyle. Par exemple, l'acide 3-méthylbutanoïque qui a pour formule CH3, CH, CH3, CH2, COOH. Donc là, je numérote bien sûr le carbone fonctionnel 1. Le carbone suivant 2. On trouve un radical au carbone 3. Pour cela, on dit l'acide, d'abord l'acide, 3-méthyl, là je parle du radical lié au carbone 3, butanoïque, parce que la chaîne principale contient 4 carbones. Donc, l'alcane principal, c'est le butane. On remplace le E par OIC. Butanoïque. Les acides peuvent être obtenus par oxydation des alcools primaires. Ça, vous l'avez vu l'année dernière. Cependant, nombre d'entre eux sont d'origine naturelle. Par exemple, l'acide hexanoïque. Quand je dis hexa, je veux dire une chaîne formée de 6 carbones. L'acide hexanoïque de formule CH3, entre parenthèses CH2 4, ça veut dire CH2 4 fois, et CO2H. Donc si vous comptez, vous trouverez une chaîne de 6 carbones. Cet acide peut être extrait du lait de chèvre. C'est la raison pour laquelle on l'appelle aussi l'acide caprique. Ça, c'est le nom commercial. Mais le nom scientifique qui nous intéresse là, c'est l'acide hexanoïque. On passe aux anhydrides d'acide. Un anhydride d'acide est un composé organique qui possède le groupe caractéristique C, double liaison O, simple liaison O, simple liaison C et double liaison O. Chaque anhydride d'acide résulte de l'élimination d'une molécule d'eau entre deux molécules d'acide carboxylique selon l'équation. Donc les anhydrides d'acide, on les obtient, ça ne se trouve pas dans la nature, on les obtient à partir d'une réaction chimique entre deux acides. Cette réaction, c'est la déshydratation, parce qu'il y a formation de l'eau qu'on doit enlever pour récupérer l'anhydride. Un anhydride se nomme en remplaçant le mot acide par le mot anhydride, dont le nom de l'acide correspond. Ainsi, l'acide éthanoïque, CH3COH, donne par déshydratation l'anhydride éthanoïque, qu'on peut écrire de la première façon CH3CO2, entre parenthèses 2O, ou CH3C double liaison O, simple liaison O, simple liaison C, double liaison O et simple liaison CH3. Grand 2, qu'est-ce qu'un ester? De 1, groupe caractéristique. Un ester est un composé organique qui possède le groupe caractéristique C, double liaison O, simple liaison O, simple liaison C. Donc C, pas H, parce que si vous mettez à la place de CH, ça sera un acide. Donc C. Ou la formule générale des esters s'écrit RCOOR'. R peut désigner une chaîne carbonée ou un atome d'hydrogène. R peut être un H, alors que R' correspond nécessairement à une chaîne carbonée. R' ne peut pas être un H. On revient aux acides. D'accord? Donc R' ne doit pas être H. Là, vous avez 3 exemples d'ester. Donc le premier ester, on le trouve dans les pommes et les bananes. Je l'avais dit, bien maturé.
l'ananas, les noix de coco. Donc ces esters, soit naturels, soit synthétisés, on l'utilise surtout dans la pâtisserie, dans l'industrie des parfums et des déodorants. La nomenclature des esters. Le nom d'un ester comporte deux termes. Le premier, qui se termine en OAT, désigne la chaîne dite principale, provenant de l'acide carboxylique. Cette chaîne est, si nécessaire, numérotée à partir de l'atome de carbone fonctionnel. Bien sûr, le carbone fonctionnel ou l'endo C doublison O. Le second terme, qui se termine en YLE, Y-L-E, est le nom du groupe alkyle provenant de l'alcool. Cette chaîne est, si nécessaire, numérotée à partir de l'atome de carbone lié à l'atome d'oxygène. Donc, comme j'avais dit au début de la leçon, tout ester est obtenu. On peut faire un ester à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Donc, RCO, c'est le terme qui provient de l'acide. R''O, c'est le deuxième terme qui provient de l'alcool. Et la nomenclature, c'est toujours de la forme alcanoate. Alcanoate, c'est la partie qui provient de l'acide. D'alkyle, d'alkyle, la partie qui provient de l'alcool. Là, on a trois exemples devant nous. Le premier exemple, éthanoate. Donc, le terme qui provient de l'acide, c'est CH3C. OH, donc c'est l'acide éthanoïque. Le deuxième terme, c'est une chaîne formée par 5 carbones. Ça veut dire cette partie provient de pentane 1-ol, ce qui nous donne de pentyl. Donc l'ester, c'est éthanoate de pentyl. Le deuxième exemple, vous trouverez un radical dans le premier terme qui provient de l'acide, donc vous devez numéroter, bien sûr à partir du carbone fonctionnel, C doublison O, donc vous donnez 1, après vous trouverez le radical chez le carbone 2, et comme ça, le nom c'est 2-méthylpropanoate, là vous avez nommé le premier terme, 2-méthyl, le deuxième terme. Le troisième exemple, la partie alcanoate contient 2 carbones, ce qui nous donne l'éthanoate. 2. Vous trouverez un radical dans la partie 2. Vous devez numéroter là. Bien sûr, vous trouvez 2. 1-méthyl, le radical est attaché au carbone 1. Donc 1-méthyl propyle avec E. Propyle avec E. Là, vous avez un exercice d'entraînement, surtout pour la nomenclature des esters, et déterminer l'alcool et l'acide pour chaque ester, alcool et acide dont il dérive. Donc c'est un très bon exercice, vous le faites après. Synthèse d'un ester ou l'estérification. Un ester peut être obtenu par la réaction d'un acide carboxylique RCOOH avec un alcool R'(OH) selon l'équation. Donc vous avez l'équation devant vous, il y a formation de l'eau, H2O. Pour écrire la réaction, vous enlevez OH à l'alcool et H à l'acide, et vous liez l'oxygène O de l'acide avec R'. Ainsi vous formez l'ester. Faites attention si jamais il y a des radicaux. Faites attention à la chaîne carbonée et respectez la position des radicales. Remarque. L'ion H+ est un catalyseur de cette synthèse. Un catalyseur est une substance qui accélère une réaction chimique sans être ni réactif ni produit. Il est souvent utilisé en petite quantité. L'acide sulfurique H2SO4 ou l'acide phosphorique H3PO4 sont les acides souvent utilisés comme catalyseurs dans la synthèse des esters. Là, vous avez un exemple. L'acide éthanoïque, en réaction avec le paracrésol, c'est un ester, vous donne la formule semi-développée.
en milieu acide donne un ester à odeur de narcisse, Zahrat al-Nargis. Donc vous voyez la réaction, j'ai entouré OH et H. Donc il y a formation de l'eau. Et bien sûr, il y a une liaison qui se forme entre eau et le cycle benzoïque. Le rendement d'une synthèse d'ester. Le rendement mardout tafa'ul. Le calcul de rendement permet de déterminer l'efficacité d'une synthèse chimique. L'intérêt du chimiste sera de déterminer des conditions opératoires permettant de l'optimiser pour s'approcher le plus près possible de 100%. Les pertes de rendement peuvent avoir diverses origines. Réactions parasites, pertes lors des diverses étapes de la synthèse, telles que la filtration, le séchage, la recristallisation, etc. Définition du rendement. C'est le rapport entre le nombre de moles d'ester effectivement obtenu par le nombre de moles d'ester que l'on aurait obtenu si la réaction avait été totale. Donc, le rendement nu, c'est la quantité de matière de l'ester obtenue expérimentalement par la quantité de l'ester pour une réaction supposée totale. Donc là, je vous en supplie de ne pas confondre le rendement avec le taux d'avancement final. Taux égal x final sur x max. Le rendement, c'est lié à une expérience. Il faut réaliser une expérience pour calculer le rendement. Alors que le taux d'avancement final, on peut le calculer sans faire d'expérience. C'est quelque chose de théorique. X final sur X max. X final, on peut le calculer avec la constante d'équilibre. Et X max en venant réactif limitant. Donc souvent, on fait cette erreur. Attention, le rendement, ce n'est pas le taux d'avancement final. Remarque, le rendement est différent selon la classe de l'alcool. Là, je parle de l'estérification, utilisé en réactif. Il peut atteindre 67% dans le cas d'un alcool primaire. Et il peut diminuer jusqu'à 5% pour l'alcool tertiaire. Donc, c'est pour cela qu'on s'intéresse parfois aux classes de l'alcool. Les alcools primaires sont les bons réactifs, les mieux réactifs pour réaliser une synthèse d'ester. On passe à la réaction inverse, qui est la réaction d'hydrolyse, ou l'action de l'eau sur les esters. L'eau hydrolyse tout ester, RCO2R+, pour donner l'acide carboxylique, RCO2H, et l'alcool R'OH, correspondant selon l'équation. Donc c'est l'équation inverse. L'hydrolyse est la réaction inverse de l'estérification. Là aussi, les ions H3+, les ions H+, catalysent cette réaction. Les catalyseurs utilisés pour l'hydrolyse sont les mêmes que ceux utilisés pour l'estérification. Je veux dire l'acide sulfurique ou l'acide phosphorique. Et là, vous avez un exercice d'application, un exercice d'entraînement. Je vous conseille de le faire. Après, je vous donnerai la correction, Inch'Allah. Quelles sont les caractéristiques des réactions d'estérification et d'hydrolyse? L'estérification est une réaction lente et limitée. Là, vous soulignez lente et limitée. De même, l'hydrolyse d'un ester est une réaction lente et limitée. Les réactions d'estérification et d'hydrolyse sont inverses l'une de l'autre et ont lieu simultanément. Elles se limitent l'une l'autre et conduisent à un équilibre chimique. يعني وحده كتعرض للأخرى وكيتوقف التفاعل وكنتكلموا على التوازن. Cet état est atteint lorsque la vitesse d'estérification est égale à la vitesse d'hydrolyse. Cet équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre. Donc là, j'écris une réaction d'estérification. Acide plus alcool donne ester plus l'eau. Sa constante d'équilibre, K, c'est la concentration en ester multipliée par la concentration de l'eau. Je vais revenir à parler un peu de l'eau, divisé par l'acide alcool. Ça, vous le savez. L'eau est ici un produit de la réaction et non un solvant. Donc ça, c'est nouveau. Sa concentration figure dans l'expression de K ou de QR, quotient de réaction. De même pour la réaction d'hydrolyse où l'eau est un réactif de réaction. Donc là, il faut faire attention.
D'habitude, on travaille dans des milieux aqueux. L'eau et le solvant, on remplace par un. Là, non. Donc, l'esterification est une réaction entre un acide, pas une solution d'acide, entre un acide et un alcool. Donc, au début, l'eau, il n'y a plus, il n'y a pas l'eau, il y a zéro. Après, il se forme de même manière que l'ester. Dans le cas de l'estérification. Dans le cas de l'hydrolyse, c'est un réactif comme l'ester. Donc, je poursuis la lecture, je vais répéter. L'eau, c'est un produit de la réaction et non un solvant. Sa concentration figure dans l'expression de KO de QR. De même pour la réaction d'hydrolyse, où l'eau est un réactif de réaction. Avant que l'équilibre ne soit atteint, l'une des réactions l'emporte sur l'autre et provoque alors la diminution de la concentration de ces réactifs. Ainsi, tant que l'estérification l'emporte, les concentrations en acide et en alcool décroissent. Et donc, la vitesse d'estérification décroît. Simultanément, les concentrations en ester et en eau augmentent. En conséquence, la vitesse d'hydrolyse croît. Lorsque les vitesses de formation et de disparition de l'ester deviennent égales, la composition du système cesse d'évoluer. On parle de l'état d'équilibre. On dit l'état d'équilibre est atteint. D'accord? Au début, normalement, il y a une estérification. On a l'acide ou l'alcool. L'ester ou l'eau qui est zéro. Mais avec le temps, la quantité de matière de l'acide ou de l'alcool est alors que la quantité de matière de l'ester ou de l'eau est Z. Donc, on se trouve dans deux réactions. La vitesse de la 4 la vitesse de la 4Z. Une fois les deux vitesses égales, on parle d'un état d'équilibre. Les facteurs influençant cet équilibre. Bien sûr, la température. Influence de la température. Une élévation de température permet d'atteindre plus rapidement la limite de l'équilibre d'estérification hydrolyse, mais ne modifie pas cette limite. Donc là, on sait que la température est un facteur cinétique. Les constantes d'équilibre des réactions d'estérification et d'hydrolyse sont indépendantes de la température. Donc là, il y a aussi du nouveau, parce qu'on sait normalement la constante d'équilibre, c'est une constante qui dépend de la température. Dans le cas d'estérification et d'hydrolyse, la constante d'équilibre, ou les constantes d'équilibre, là je parle de deux constantes d'équilibre, l'une l'inverse de l'autre. K hydrolyse, c'est 1 sur K estérification. Donc les constantes d'équilibre de ces deux réactions ne dépendent pas de la température, ce sont des constantes. Donc il y a deux courbes là où j'explique l'effet de la température, qui est un facteur cinétique. Donc on sait plus la température augmente, plus la réaction devient rapide. Mais ça n'affecte pas l'état d'équilibre. Donc dans le cas, la courbe A, on parle d'estérification. Vous avez devant vous la variation de la quantité de matière de l'acide et de l'ester. L'estérification, l'acide est un réactif, donc avec le temps il diminue. L'ester est un produit, avec le temps il augmente. Donc vous avez la diminution avec le temps de la quantité de matière de l'acide à 30 degrés et à 80 degrés. Vous remarquez bien qu'à 80 degrés, la diminution est rapide. De même pour la formation de l'ester. L'ester se forme plus rapidement à 80 degrés qu'à 30 degrés. Dans la courbe B, je parle de l'hydrolyse. Donc là, c'est l'ester qui est le réactif. Donc la quantité de matière de l'ester diminue plus rapidement à 80 degrés qu'à 30 degrés. L'acide C, c'est un produit. Donc sa quantité de matière progresse rapidement à 80 degrés qu'à 30 degrés. Donc ces deux courbes montrent l'effet de la température sur l'évolution de la réaction, que ce soit estérification ou hydrolyse. L'autre effet, c'est le catalyseur, l'influence des catalyseurs. On a dit qu'il est H+. En réalisant les réactions d'estérification et d'hydrolyse en présence ou en absence d'ion H+, il est possible d'étudier le rôle de ceux-ci. Les résultats alors obtenus permettent de tracer les graphes. Donc vous avez devant vous deux courbes. La courbe A, je parle de l'estérification. On a aussi la quantité de matière de l'acide
avec ou sans H+, qui diminue plus rapidement avec H+, et la quantité de matière de l'ester qui se forme plus rapidement avec H+. De même pour l'hydrolyse, la quantité de matière de l'ester, c'est le réactif qui diminue plus rapidement avec H+, alors que la quantité de matière de l'acide qui se forme plus rapidement avec H+. Donc des questions que j'avais soufflé la réponse. Question 1, quel est le rôle des ions H+? Question 2, leur présence modifie-t-elle l'état du système d'équilibre? On passe maintenant à une question très importante, comment améliorer le rendement d'une estérification et aussi d'une hydrolyse. Soit l'équation d'estérification, acide plus alcool, dans le sens 1, ester plus eau. Quotient de réaction à l'équilibre, donc j'ai remplacé les concentrations par les quantités de matière, parce que là, on peut simplifier le volume. Le quotient de réaction à l'équilibre, c'est tout simplement la constante d'équilibre. Donc, si dans cet état, l'équilibre, on ajoute de l'alcool, quelques gouttes d'alcool au système, qu'est-ce que va se passer? Si on ajoute quelques gouttes d'alcool, le quotient de réaction QR va diminuer, parce qu'on a N de l'alcool au dénominateur, et il devient inférieur à K. Donc, si on applique le principe de l'évolution spontanée, lorsque QR est inférieur à K, donc spontanément le système va évoluer dans le sens 1. D'accord? Donc, le système évolue alors dans le sens direct, jusqu'à ce que le quotient de réaction soit à nouveau égal à K. Et si on ajoute encore de l'alcool, la réaction va aussi évoluer dans ce sens, jusqu'à la disparition de l'acide. Donc comme ça, on dit qu'on peut contrôler une réaction limitée. On peut la rendre en parenthèse totale. Donc en général, un excès d'alcool ou d'acide, en général un excès de réactif, permet d'augmenter le rendement de l'estérification. L'utilisation d'un excès d'acide ou d'alcool augmente le taux d'avancement final de l'estérification et permet d'améliorer le rendement. De même, l'élimination d'un produit, tel que l'eau ou l'ester, lors de leur formation, déplace l'équilibre dans le sens direct de l'estérification et permet d'en améliorer le rendement. Parce qu'en éliminant la quantité de l'eau formée ou de l'ester, le QR va aussi diminuer et le système évoluera dans le sens 1 jusqu'à la disparition de réactifs limitants. J'espère que c'est compris.